Bernard, je suis ravie de t'accueillir. Bernard Clafailly, donc ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Transition économique, de la transition numérique, pardon, et du bien-être animal. Très important. Très important, bien-être animal. On adore les animaux. Ben oui. Vraiment, je suis ravie parce que figure-toi que je t'ai invité pour que tu puisses découvrir le studio et surtout pour te montrer le projet Start Vie, mais également pour parler un petit peu d'entrepreneuriat féminin, les femmes, les startups, les femmes, le numérique et surtout de pouvoir un peu remettre à plat tout ce qui se passe sur Bruxelles parce que je pense que c'est aussi intéressant et YouTube, c'est un média, un vecteur d'apprentissage. Et donc, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir rappeler un peu tout ce qui se fait sur Bruxelles. Alors, pour les femmes, attention, pas pour les hommes. Il y a à la fois plein de choses, plein d'offres, mais il faut aussi que les femmes aient envie de saisir ces opportunités. Beaucoup le font. Hein. Il y a des très beaux succès, Julie. Et c'est des bons exemples, des modèles pour toutes les femmes qui veulent s'investir là-dedans. Mais on n'en fait en tout cas pas encore assez. Et il n'y a aucune raison de penser que les femmes aient moins de talent, moins d'envie, moins de réussite, moins de succès dans ce secteur-là. Ça reste un secteur qui reste encore trop masculin. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pas compréhensible. Donc, il faut faire beaucoup de choses. On sait que dans les formations, métiers, du numérique, de la technologie, tout ça, les femmes ont souvent, je ne sais pas pourquoi, malheureusement, une appréhension. On retrouve que 10 à 15% de femmes dans ce genre de formation longue et lourde. C'est pas compréhensible. Et dans la plupart des métiers du numérique, du digital, on a 20-25% de femmes. C'est beaucoup trop peu. Surtout que ça s'adresse aussi aux femmes. Elles sont aussi consommatrices de ces informations sur YouTube, de toute cette communication digitale. Elles sont aussi consommatrices, donc il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas également du côté des producteurs. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que nous, les femmes, je parle en connaissance de cause, souvent, ce qu'on n'a pas, c'est le temps. Alors, on a toujours un mari dans lequel il faut s'occuper, on a des enfants, on a tout un tas de trucs et tout. Il faut abandonner les maris, les enfants. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Si vous voulez être successful, il faut être célibataire. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On est bien d'accord. Mais je me dis aussi que le numérique, c'est vraiment une opportunité intéressante pour la formation professionnelle, la formation continue. Moi, j'ai été très surprise de voir l'année passée le nombre de personnes qu'on a pu toucher au travers des webinars. Et on arrivait finalement au cœur des foyers et à toucher ces femmes qui finalement étaient chez elles, pouvaient faire tout un tas d'autres choses. Nous sommes multitâches, on le sait. Et du coup, c'était assez intéressant de voir elles répondaient présents, elles étaient réceptives. D'ailleurs, Bruxelles Formation m'expliquait il n'y a pas très longtemps que 60% des personnes qui suivent du e-learning, ce sont des femmes avant tout. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Après, c'est un métier d'homme, on le sait. Et donc, mais il faut que ça change. Il faut que ça change, bien sûr. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire aussi peut-être éduquer les hommes à la diversité dans ces métiers? On le sait, parfois, il y a des métiers, par exemple, j'en parlais avec Isabella Allen-Ardouzi de Jump, on la connaît bien, moi je l'adore. Et d'ailleurs, si elle nous voit, je vais faire un gros coucou parce que ça, pour moi, elle fait un travail formidable. Et c'est vrai qu'elle éduque comme ça aussi des équipes à la diversité. C'est pas forcément évident pour des femmes développeurs d'arriver dans des équipes où on s'échange du porno. C'est un peu délicat, on va le dire ça. On l'a vu dans le secteur du gaming. Ouais, exactement. Le secteur du gaming, on a vu qu'il y avait une très forte ambiance très macho, très violente à l'égard des femmes. Donc, c'est très compliqué aussi pour les femmes de tenir dans ce secteur-là. Donc, c'est la même chose dans plein de secteurs tout à qui fait. utilisent la vidéo. Ou même des secteurs un peu plus techniques. On le voyait pour des femmes qui, par exemple, qui voudraient se lancer dans la mécanique, l'électromécanique, dans tous ces métiers d'ingénierie. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Alors qu'on sait qu'il y a pas de raison qu'elles ne réussissent pas dans ce secteur-là. Oui, tout à fait. Il n'y a aucune raison. Il n'y a personne qui a pu trouver une explication quelconque. Donc, c'est vraiment la manière dont la société organise les filières que choisissent les filles en formation, les métiers auxquels parfois on les destine plus les métiers de soins parce que ça c'est féminin et pas les métiers techniques parce que ça c'est masculin, c'est faux. Et ça nous bouffe, parce que ça faut comprendre, Bien parce sûr. que tout ce qui est soin à la personne, effectivement c'est de l'humain à l'humain, c'est plus compliqué aussi le soir que de faire finalement un métier qui est finalement où on est plus dans l'exécution. C'est vrai que du coup, c'est même plus fatigant. Mais souvent, donc, on parle de la formation donc là, pour les jeunes, donc ça, c'est bien. Mais moi, je m'aperçois aussi qu'il y a énormément de femmes qui ont plein de talents, qui ont plein d'expériences, qui sont en reconversion professionnelle. Agoria avait sorti cette étude qui montrait qu'il y aurait énormément de postes qui seront à pourvoir d'ici 2030. 2030, c'est demain, finalement, c'est dans 9 ans. Et c'est des métiers, finalement, dans le numérique et tout ce qui est un peu technique. Et qu'en même temps, il y aura donc des gens qui vont perdre leur poste parce que leurs compétences
compétences ne seront plus utilisées, mais c'est pas des vases communicants. Donc il faut commencer dès maintenant à les former. Donc je parlais de ces femmes-là qui sont en reconversion, ou des femmes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneurs, mais qui ont plus de 40 ans. Mais le truc, c'est qu'il y a pas forcément de structures existantes qui vont permettre de les accueillir, que ce soit pour les soutenir en tant qu'entrepreneurs. Alors nous, avec Startupvie, c'est vrai qu'on fait des vidéos, on le dit, ce que je dis tout le temps, on est là pour transmettre des codes et monter des rôles modèles et montrer que oui, c'est possible, mais n'empêche que quand on a 50 ans, on est une femme, on a fait 30 ans de carrière, où est-ce que je commence ? Où est-ce que je me tourne ? Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce secteur-là, on peut aussi suivre des formations courtes, des formations qui très vite vous apprennent quelque chose, très vite vous apprennent à vous débrouiller. Et après, on apprendra par la suite. Il ne s'agit pas de faire des longues études. Le modèle classique, c'est de dire vous allez reprendre des études à 35 ans et refaire 3-4 ans d'études. Non, c'est pas possible. On veut en quelques mois apprendre quelque chose, comprendre qu'on est capable de faire des tonnes de choses et puis pouvoir les mettre en pratique, commencer un stage en entreprise ou développer soi-même son propre projet. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Bruxelles, alors, du coup, pour aider toutes ces femmes à lancer leur boîte et qui sont pas finalement dans le stéréotype de la start-upeuse de moins de 25 ans ? Mais il faut qu'il y ait plus d'options partout. Il faut être plus proche des quartiers, dans les quartiers, plus proche des publics pour leur donner l'envie de découvrir des choses et de passer la barrière psychologique qui fait que très souvent les femmes se disent c'est pas pour moi. C'est peut-être pour mon fils, mais c'est pas pour moi. Non, c'est pour tout le monde. Mais ça, on le voit bien. Moi, j'ai connu tellement de femmes qui m'expliquaient, parce que souvent, moi, je trouve qu'un des premiers freins à l'entrepreneuriat, c'est la famille. Parce qu'on arrive à la maison, on dit « Ah, chérie », ou on dit au frère, la sœur, la copine, le copain, on dit « J'ai une idée, j'ai envie d'entreprendre ». Et on nous dit, pour bien faire, en fait, ça part toujours d'un bon sentiment. Mais non, tu n'y penses pas. Entreprendre, c'est risqué. Puis si tu fais faillite, tu vas être fiché. Enfin bref, c'est toujours assez compliqué. Et si elles arrivent à dépasser ça, il faut avoir un point de chute à un endroit. Alors c'est vrai qu'il y a le 18-19, 18-19.be, donc ça c'est intéressant. Oui, tout à fait. Mais c'est un peu l'encyclopédie de l'entrepreneur. Et quand on veut commencer, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Et je trouve que moi, à Bruxelles, pour l'instant, alors il y a plein de choses qui sont faites. Pour les chercheurs d'emploi, pour les personnes de moins de 25 ans, mais les personnes qui veulent finalement se reconvertir, apprendre, c'est un peu compliqué, je trouve. C'est compliqué, mais il faut toujours faire appel à tous les services qui existent. Donc, quand on est chercheur d'emploi inscrit chez Acteris, on peut, avec son conseiller emploi, voir quelles sont les options qu'on a envie de suivre. Il y a une série de formations, il y a une offre de formation assez gigantesque à Bruxelles. Et donc, il faut avoir envie, il faut exprimer ses envies. Il faut tester s'il y a sur le marché, sur l'offre, des choses qui correspondent à vos besoins. Et il y a des offres de toute nature. Les gens qui sont chercheurs d'emploi indemnisés, s'ils prennent des études, même longues, dans les métiers en pénurie, peuvent continuer à recevoir les allocations de chômage, par exemple. Donc, on peut prendre le temps de se former. Sinon, il y a des formations plus courtes. Vous allez en faire ici, ça va être très, très bien. J'espère que ça va être super chouette et agréable très, très vite, pour apprendre rapidement quelque chose et se rendre compte qu'on a la capacité de le faire. Oui. Et comme tu le disais, les femmes, souvent, toute la charge de la famille, plein de choses, si elles sont capables de se débrouiller pour faire cette double charge de travail, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas capables de se débrouiller pour créer leur propre start-up. Oui, mais moi, je pense quand même qu'il faut un coup de pouce. Et d'ailleurs, donc je regardais, toujours avec Isabelle Narduzzi, toujours. Donc on voyait le plan de relance économique, 100 millions, 85 millions qui vont être dédiés à l'emploi, à la formation. Alors ce qui est chouette, c'est qu'il y a 40 millions, tout ce qui est compétences de base, lire, écrire, le numérique est dedans. Ça, c'est vraiment très bien, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, il y a des tonnes de gens qui sont en recherche d'emploi et qui ne savent pas suffisamment se débrouiller pour refuser que envoyer leur CV, ou adapter leur CV, rajouter une photo, peut-être même pourquoi pas mettre une vidéo dans son CV. Mais tu sais que tu sais que ça va même au-delà de ça, parce que donc j'ai eu l'occasion de faire des formations dans différents milieux socio-économiques. Alors ça pouvait être des femmes expatriées, femmes françaises qui mettent leurs enfants au lycée français, donc il n'y a pas vraiment de problème d'argent, on est bien d'accord, ou des femmes au fin fond de Scarbeck. Et bien c'est les mêmes problématiques. On utilise tous les réseaux sociaux, on connaît Internet évidemment, mais on ne sait pas vraiment s'en servir. Donc aujourd'hui, je cherche un emploi parce que j'ai fait une pause carrière et je me dis ok, j'y vais. Et ben on se dit LinkedIn, c'est un espèce de CV en ligne. Non, c'est bien plus que ça, et c'est un outil qui est extraordinaire, qui peut nous permettre de nous démarquer. Et donc parfois, on a un problème de recul finalement par rapport à tous ces outils qu'on utilise. Une connaissance de base, mais en fait, on n'exploite pas à fond les instruments qui existent maintenant. LinkedIn, les réseaux, Internet, etc. Donc par exemple, tous les chercheurs d'emploi, une grande majorité d'entre eux ne savent pas utiliser ça. Donc ils ratent des occasions.
ne fût-ce que pour s'informer, connaître une formation, s'inscrire, être candidaté pour quelque chose. C'est essentiel d'utiliser tous ces réseaux. Mais je reviens quand même à mon plan de relance quand même. Oui, tout à fait. Alors, revenons au plan de relance, d'accord. Parce qu'il y a 17 millions, donc ça c'est intéressant pour ouvrir 4 maisons d'enfants pour les personnes qui sont suivies chez Actiris. Donc ça c'est intéressant, ce sont des crèches. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés à reprendre une formation, reprendre l'emploi, parce qu'elles ont une charge d'enfants. Et donc, ça c'est très bien. C'est très bien. Donc l'intention c'est 4 maisons. Il y a 4 maisons d'enfants aujourd'hui. L'idée c'est d'en faire 4 de plus. Ça, c'est top. Pouvoir offrir à beaucoup plus de femmes l'occasion, en tout cas, de suivre des formations et pouvoir un peu sortir de cette... Mais ce sont donc des aides un peu sur le côté. Donc il y a un fonds rebond, presque pour les entrepreneurs, si j'ai bien compris, ça c'est très bien. Le rebond, c'est pour aider les personnes qui sont victimes de faillite. Mais rien pour spécifiquement pour les femmes qui veulent faire de la reconversion ou développer leur start-up. Pour l'instant, je sais pas, je demande, je fais que demander. Alors, je suis pas en charge de l'économie, donc je suis pas en charge du développement des startups. Donc, dans les budgets que je vais gérer, il n'y a pas cette option-là, mais il y a plein de trucs pour accompagner les gens à créer des startups. Ça, ce serait mais bien. nous, moi, tous les budgets, 85 millions, c'est pour la formation de toutes les personnes qui souhaitent se former. Et pour créer sa startup, on a souvent besoin de se former, donc il faut bien qu'il y ait une offre de formation. On va développer ce qu'on appelle les pôles formation-emploi. On a un pôle formation-emploi qui s'appelle Digital City, qui est situé à Auderghem. Oui, tout à fait, qui regroupe toute une série de formations qui est tout nouveau, qui est ouvert pendant le confinement, et qui a toute une offre de formation de toute une gamme, de base comme de pointe, entre guillemets, dans toutes les compétences numériques et digitales qu'on a besoin dans l'entreprise. Et ce pôle formation-emploi, il s'adresse aussi bien aux chercheurs d'emploi qu'aux gens qui sont en emploi. Alors ça c'est nouveau, ça c'est intéressant. Et qui ont besoin de mettre à niveau leurs compétences pour ne pas se trouver à 40 ou 45 ans avec ce qu'on a appris à la formation quand on avait 25 ans et dépasser sur le marché du travail et plus capable d'assumer les nouvelles missions qu'on demande dans le travail. Et ça c'est intéressant parce que, et en plus de ça, dans votre plan, je crois qu'il va y avoir, toutes les personnes qui sont chercheurs d'emploi vont faire un test de connaissances numériques. Voilà. Et ça c'est particulièrement intéressant parce que les entreprises sont à la recherche de ces profils. Nous, on va lancer cette formation devenir youtubeur pour soi ou son entreprise, mais il y a plein d'autres compétences dont on a besoin. Et c'est vrai que pour les entreprises, parfois, c'est un peu compliqué de trouver les bons profils. Parfois, on a l'impression aussi, en tant que chercheur d'emploi, qu'on a ces compétences. Parfois, on croit qu'on les a et on ne les maîtrise pas tout à fait. Parfois, on croit qu'on ne les a pas, mais on va se rendre compte qu'on a déjà des compétences. Et actuellement, aussi bien pour les connaissances linguistiques que les connaissances numériques, il n'y a pas un étalon unique pour savoir où est-ce qu'on se trouve et à quel niveau on se trouve. Est-ce qu'on doit suivre une formation de plus ou pas. Et donc, on va le faire et en connaissances linguistiques de base et pour les connaissances numériques de base. Ah ben voilà. Bon, alors ça, c'est un et on saura orienter les gens dans les bonnes directions. Bon, alors donc, du coup, d'après vous, qu'est-ce qui manque alors maintenant ? Est-ce que le plan de relance, ça va, d'après toi, parce qu'on se tutoie, pardon, d'après toi, est-ce qu'il manque encore un petit truc pour les femmes ? Clair, il manque toujours. Si on avait 2 fois plus d'argent, on serait plus content. Si Bruxelles avait 2 fois plus d'argent, on serait plus heureux. On pourrait faire encore plus de choses. On va déjà essayer d'utiliser de manière la plus utile possible les moyens que l'on a. Il faut encore que le plan soit accepté par l'Europe. Il faut encore qu'on reçoive les sous. Il faut encore qu'on mette en œuvre tout ça. Donc on va y travailler dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais un angle d'attaque, parce que ces budgets, ça ne dit rien, ces millions, un des angles d'attaque, justement, c'est de travailler pour lutter contre toutes les formes de ségrégation implicite qui existent sur le marché du travail. Et donc, il faut notamment qu'on trouve un plus grand équilibre des genres dans tous les métiers, et donc qu'on ait une attention plus grande au fait que les femmes puissent choisir des carrières professionnelles qui leur plaisent, mais qui sont, que l'on pense, réservé aux hommes. Oui, c'est ça. Donc, c'est d'une part, former les femmes, mais en même temps, former les équipes à l'accueil de la diversité. Des femmes. Et à l'accueil également des femmes, à la diversité en général, parce que c'est ça aussi. Et la diversité en général à Bruxelles, parce qu'on est une ville très diverse. Et on voit très bien que selon l'origine ethnique, on a parfois plus de difficultés à rentrer sur le marché du travail, parce qu'il reste encore des préférences implicites chez les employeurs, où il faut casser cette image-là. Et c'est vraiment nécessaire, parce qu'on sait la diversité, c'est vecteur de créativité, c'est vecteur d'innovation. Et donc, c'est que bénéfique finalement pour les entreprises. Et finalement, quand on est inclusif et finalement quand on reçoit et on accueille finalement des équipes qui sont mélangées, c'est si on fait la même chose que quand on est chez soi, et finalement, c'est facile. Et tout le monde se sent bien et les gens sont productifs. Finalement. Tout à fait. C'est à la fois une obligation parce qu'à Bruxelles, on doit accorder les mêmes droits à tout le monde et tout le monde doit avoir la même chance de trouver un emploi. Mais c'est aussi bon pour l'économie, comme tu viens de le dire, parce que ça crée de la créativité. Ça interroge les gens et ça les rend plus intelligents, plus créatifs. Alors, est-ce que tu peux me citer 3 super initiatives que tu aimes bien, féminines, que tu aimes bien et que tu aimes bien suivre à Bruxelles ?
Ou que tu penses que ce serait vraiment que tu invites les gens à aller voir, qui pourrait aider les femmes. Attention, question piège. Question piège. Je vais évidemment citer Girlic, ça me dit quelque chose. Ça, c'est vraiment un super chouette projet qu'on est très heureux de soutenir. On souhaite qu'il continue sur sa lancée. Je trouve que ce que fait... Alors, c'est une initiative privée. On a cité Isabella Lernosi, mais Jump, son association qui, en fait, accompagne les entreprises pour construire les politiques de diversité et aller démonter les biais implicites que les gens ont, dont on ne se rend même pas compte, qu'il y a un plafond de verre qui fait que les femmes ne montent pas dans la carrière, les politiques d'embauche, on dit tiens, dans le fond, les femmes, elles sont pas bonnes pour ce métier-là. Non, il faut casser tout cela. Donc, elle a un regard très, très aigu et elle a des solutions très dynamiques. Elle bouscule un peu beaucoup de choses parfois. Mais c'est ça qui est bien. Parce moi, j'adore ces coups de gueule sur Facebook. Moi, ça me fait complètement délirer de les voir. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et parfois, on n'a pas envie de les entendre, mais je crois que c'est nécessaire. Ouais. Il en manque une. Je sais pas, qu'est-ce que je dois citer Je sais pas, qui pourrait aider les femmes à entreprendre ou à se former ou... Ascarbec, il n'y a rien. Je suis là sans idée, là, j'en sais rien. Qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas. Alors moi, je dirais... Alors, il y en a plein. Alors, c'est vrai qu'il y a le 18-19, ça, on l'a dit. Oui. Moi, une initiative que moi, je trouve super chouette, c'est Interface 3. Pour les tout femmes. à fait. Voilà, exactement. Ça, c'est vrai que... Exactement. De fait. Ascarbec, Interface 3, qui fait un super chouette travail. Ça fait près de 20 ans, je crois qu'il travaille. Une vingtaine d'années, 25 ans. Mais ils font des formations rien que pour les femmes dans toute une série de métiers technologiques. Et ça marche très, très bien. On les soutient également. Mais c'est vrai qu'Interface 3, il faudrait qu'elles arrivent à sortir. Mais c'est des formations très longues. C'est plus de 12 mois parfois. Elles font aussi du gaming. Ça, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, il faudrait mettre encore plus de moyens pour qu'il y ait plus de femmes encore. Mais bon, voilà. Les moyens, c'est toujours ça. Il faut en mettre plus et il faut avoir plus de résultats. Et il faut espérer que les choses s'accumulent. Et qu'on crée l'effet boule de neige pour entraîner tout le monde. Alors maintenant, on va parler un peu de toi. Ça fait longtemps que tu es en politique. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi. C'est comme ça. Et alors, c'est quoi la mesure phare que tu voudrais qu'on retienne de toi vraiment le truc. Alors même ça hors femme, on est bien d'accord. Mais s'il y a vraiment un truc que tu voudrais qu'on retienne de toi dans toute ta carrière. Dans toute ma carrière. Donc ça, c'est vraiment, on déborde du sujet, on est pas d'accord. Oui, ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'est, comme bourgmestre d'Ascarbec, d'avoir accompagné cette commune qui est sortie de l'espèce de manque d'ambition qu'elle avait, parce que certains hommes politiques voulaient plutôt confronter la population. C'est la faute aux immigrés, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute au manque d'argent. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas possible, cette commune, c'est un potentiel magnifique. Je dis, c'est un peu comme la belle au bois dormant endormie. Il fallait, entre guillemets, la réveiller, et tout d'un coup, on se rend compte que Scarbeck a plein de qualités. C'est une très belle commune, elle renaît, il y a une nouvelle vie extraordinaire. Scarbeck a changé d'image. Donc voilà, ça c'est, je pense, la chose qui me restera si ma carrière devait s'arrêter aujourd'hui déjà, ce que je n'espère pas. Non, quand même pas. Mais moi, je suis toujours étonnée de voir que les Scarbeckois sont hyper fans et fiers de leur commune. Parce que c'est une commune qui a été vue avec des regards très noirs pendant longtemps. Et en fait, on a un patrimoine remarquable, on a un parc Josaphat extraordinaire, on a des quartiers avec des gens qui ont envie. Bien sûr, on a un taux de chômage un peu plus élevé qu'ailleurs, mais il y a des gens qui ont envie de trouver du boulot, qui ont envie de travailler. On brasse beaucoup de gens et d'ailleurs, c'est une grande commune. Moi, partout où je vais, il n'y a aucun endroit où je vais, une fois une réception, une fois chez des amis, un barbecue, n'importe quoi, il y a toujours quelqu'un qui habite Scarbeck, qui a habité Scarbeck, ou qui connaît quelqu'un qui a habité Scarbeck. Donc Scarbeck est dans le cœur de beaucoup de gens. C'est une belle commune voilà, je suis très content de comment elle évolue. Ah bah bravo. Alors après, si tu as le pire truc qui te soit arrivé en tant que politique. Le pire truc qui m'est arrivé... la pire vacherie, la pire... vacherie ou quoi, non. Le moment le plus fort, c'est de nouveau, j'étais tout jeune bourgmestre à Scarbeck en 2002. Je ne sais pas si on se souvient, il y avait la campagne électorale en France où Chirac s'est fait élire face à Le Pen. Et il y avait une grande tension sur les enjeux de sécurité, etc. Ça pesait très fort aussi sur le climat en Belgique. Et à Scarbeck, je ne sais pas si on s'en souvient, il y a à la veille du second tour, un petit Belge raciste qui, le matin, 5 h du matin, est descendu dans l'appartement. Il devait chasser son appartement parce qu'il avait un comportement inacceptable avec le quartier. Dans quelques jours, il devait perdre son appartement. Et ce vieux monsieur désespéré, en entendant ses voisins d'en dessous à 6 h du matin faire leur prière, ils étaient musulmans,
Il a pris son fusil, il est rentré dans la maison, il a abattu les 2 parents, il a mis le feu à la maison a flambé, la police est arrivée, il tirait sur les policiers avec un vrai fort Chabrol, et donc tout le quartier était évidemment en émoi, et dans les 3 jours qu'on suivi, on a eu des émeutes à Schaerbeek, parce que de voir que de braves pères et mères de famille qui priaient simplement le matin ont perdu leur vie, les enfants étaient menacés, et donc ça a été un gigantesque événement à Schaerbeek, des émeutes pendant 3 jours, on a réussi à calmer ça en allant sur le terrain, en allant parler aux gens, avec la fille de la famille Snasny. Et donc pour moi, c'était le moment le plus fort. On a fait un hommage aux parents dans le parc Josaphat. Il y avait 5000 personnes. Il y avait beaucoup d'ambassadeurs qui étaient là. Ce sujet a fait la première page du journal Le Monde. Parce que ça avait un écho en France avec tout ce qui se passe en France. Donc moi, c'est le moment le plus fort, en tout cas, de ma carrière. Voilà. Il y a un autre moment plus sympathique, c'est qu'à un moment, j'étais secrétaire d'État, adjoint ministre des Finances. Et c'était en 2008, 2009, 2008, c'est la crise financière. Ah oui, d'accord. Oui. Le grand crack financier. J'ai perdu mon job en 2008. Voilà, le grand crack, l'économie s'effondre. Et la Belgique possède un siège au Fonds monétaire international qui avait à aider tous les pays à faire face à la crise. Et le ministre des Finances est retenu en Belgique. Et j'étais secrétaire d'État, il m'a dit « Bernard, tu vas représenter la Belgique à l'Assemblée générale du Fonds monétaire international ». Et donc je me suis retrouvé avec Madame Lagarde, avec Dominique Strauss-Kahn, avec Mario Draghi, tous ces grands personnages. Et il y a 24 administrateurs, et j'étais moi, petit belge, le petit administrateur, au milieu de cette grande C'est ça ton moment assemblée. Le plus chouette? Ça, c'est un moment en tout cas valorisant. Voilà. C'est un moment valorisant. Voilà, c'était assez amusant. Ouais. Bah, Bernard, ça me fait très plaisir. Merci. J'avais l'impression d'être Oprah comme ça. Non? C'était pas mal. Merci non, en tout cas. Mieux qu'Oprah. Merci d'avoir été là. Merci. Et d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci et puis bonne vie à Startup. Ouais, longue vie à Startup Vie. Voilà. Et à notre nouvelle formation. Merci.